Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça va être une deuxième vidéo sur les BD d'Angoulême. Et dans cette vidéo-ci, ça va être la sélection des BD jeunesse. Et potentiellement d'autres titres que j'aurais lus qui sont dans d'autres sélections un peu spéciales, par exemple la sélection Polar ou d'autres sélections écologie ou je ne sais quoi que j'aurais trouvé dans le futur. Sachant qu'à l'heure actuelle, en fait, j'avais répertorié toutes les lectures que je voulais faire et je m'étais dit que j'allais faire une sélection jeunesse à part entière. Je voulais vraiment lire l'intégralité des livres de cette sélection que j'avais à ma disposition à la bibliothèque. Il y aura minimum 8 livres de la sélection jeunesse dans cette partie, plus un petit peu d'autres choses à droite à gauche. Sur le même principe que la vidéo sur la sélection officielle d'Angoulême, vous aurez du coup mon avis à chaud des différents livres que je lis, sauf que en fait il y a certains titres que j'ai lus, il y a Belle Lurette, et aujourd'hui du coup tout de suite on va commencer avec Rebis, qui est le premier livre d'ailleurs que j'ai lu, et en fait qui m'a donné envie de faire une vidéo spéciale concernant les livres qui ont été sélectionnés pour Angoulême. Vous m'en voudrez pas, j'espère, si je ne me rappelle pas exactement de ce qui se passe, même si j'ai le petit résumé sous les yeux, mon écran est juste là, c'est pour ça que je regarde par là. Donc Rebis, c'est une BD qui a été écrite par Irène Marchesini. On se retrouve au Moyen-Âge avec un enfant qui s'appelle Martino et qui est atteint d'albinisme. Il est un petit peu mal vu par sa famille, par les gens du village dans lequel il vit. Et il va s'enfuir à un moment parce qu'il n'en peut plus d'avoir tous ces regards condescendants et méchants sur lui. Il va arriver dans une forêt et faire la connaissance de Viviana, une sorcière qui du coup vit reclus, sorcière au sens du Moyen-Âge, hein, c'est-à-dire une femme qui vit un petit peu en marge de la société, qui a des pratiques assez particulières et du coup qui est rejetée des autres. Et donc il va grandir à ses côtés et Viviana va devenir un petit peu sa mère adoptive. C'est une BD qui m'a pas autant plu que je l'aurais voulu, mais que j'ai trouvé très intéressante parce qu'elle pose beaucoup de questions sur l'identité, qui on est, et sur le fait que lorsqu'on est rejeté par tous, en fait, ce petit enfant va grandir, va se dévoiler et va changer sa manière d'être, va se trouver d'une certaine manière. Au début, on ne sait pas vraiment si c'est une fille ou si c'est un garçon. L'autrice joue beaucoup sur cette ambiguïté et en grandissant, en fait, ce petit garçon, enfin je pense que c'est un petit garçon au début, va se féminiser. Il va aussi beaucoup s'affirmer dans son identité. Lorsqu'il va retourner dans son village et retrouver sa famille et notamment son père qui était absolument horrible vis-à-vis de lui, il va avoir moins peur de dire ce qu'il pense et de s'affirmer, voilà, dans toute son intégralité. Ça a été une très bonne lecture, même si j'ai pas été à 100% dans le récit à certains moments et que je pense que ça aurait pu aller plus loin. Ça a été quand même une bonne lecture dans sa globalité. J'ai lu une super BD jeunesse que je n'ai pas pris le temps de vous présenter avant de la lire et de la finir. Il s'agit de Le Caillou de Joachim Hérissé et Marion Bulot aux éditions d'Argo, qui est une super jolie BD déjà, aux couleurs super chouettes. On va suivre une histoire qui est pas si chouette que ça, puisque on va suivre un petit garçon qui s'appelle Timéo, qui se fait harceler à l'école et qui, grâce à un caillou magique, va pouvoir sortir de ce harcèlement et prendre confiance en lui. En fait, tout simplement, c'est sa grand-mère qui lui offre ce caillou magique en lui disant « mets-le dans la boîte aux lettres et tu verras ce qui se passera ». Et en fait, en mettant ce caillou dans la boîte aux lettres, il va revivre indéfiniment la même journée et ainsi, il va passer du petit garçon très timide, très réservé, qui reste dans son coin, qui n'ose pas parler, à un garçon assez sûr de lui, qui sait que tel enfant va venir lui mettre des cailloux dans son sac. Il va pouvoir par exemple l'empêcher de faire ça ou lui donner une petite remarque bien sentie. Bref, il va pouvoir revivre cette journée une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, autant de fois qu'il le souhaite et même jusqu'à tomber finalement dans l'exact opposé de ce qu'il était avant. Ce qui n'est pas forcément bien parce qu'il va se retrouver à ne plus être vraiment le petit garçon bien gentil, bien sage. Il va aussi rencontrer Roya qui fait partie des gens du voyage et qui, elle, n'a pas peur du regard des gens, qui n'a pas peur d'être mal aimée, d'être détestée, elle n'a pas peur d'ouvrir sa bouche.
Et tous les deux, ils vont se lier d'une forte amitié, mais jusqu'au moment où Roya, elle, ne veut plus vivre cette journée à l'infini. On comprend ce petit garçon parce qu'il sort enfin du harcèlement et il n'a pas envie de retomber là-dedans. Mais le souci, c'est que revivre 100 fois la même journée, ça ne va pas le faire avancer, ça ne va pas le faire grandir. Et plutôt que de le libérer, ça va au contraire l'enfermer. J'ai eu un petit peu de mal au début avec les dessins parce que les personnages parfois prennent des caractéristiques animales. Par exemple, les enfants sont souvent représentés comme des petits oiseaux, mais c'est pas vraiment des oiseaux. Voilà, ils ont des sortes de becs, ils ont un petit peu des plumes, ils ont des sortes d'ailes, mais c'est pas vraiment des oiseaux à 100%. C'est un peu un mixte entre un humain et un oiseau. C'est pareil pour la prof, par exemple, qui est une sorte de chien, comme le conducteur de bus, qui est une sorte de gros monstre, on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est. Et là, on voit aussi sur la couverture que les deux personnages qui sont là, ce sont un loup et un ours. Alors pourquoi est-ce que la dessinatrice a décidé de faire de cette manière? Je pourrais pas vraiment l'expliquer, c'est peut-être une sorte de métaphore. Monsieur Bougon qui est chauffeur du bus, par exemple le monstre qui est à la tête du bus, on n'a pas vraiment envie de lui chercher des problèmes. Donc je pense que c'est cette volonté-là de pouvoir représenter les personnages par leurs caractéristiques finalement profondes, leur personnalité. En tant qu'adulte, c'est plus dérangeant. Je pense que pour les enfants, ils ont mieux une représentation des personnages, ils arrivent peut-être mieux à identifier et à comprendre ce qui se passe. Mais en tant qu'adulte, c'est un petit peu compliqué. C'est une BD à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Je pensais que ça allait être un petit truc sympathique avec une petite souris qui rapporte un caillou, qui va dans un monde imaginaire, alors que pas du tout. On est dans quelque chose de très concret. Le harcèlement scolaire, c'est quelque chose qui est vécu par malheureusement de nombreux enfants. Donc j'espère que c'est une BD qui pourra ouvrir la parole et qui pourra un petit peu faire comprendre mieux aux enfants ce que c'est et peut-être comment s'en sortir. Ça parle également de deuil, ça parle d'amitié, ça parle de changement, d'évolution, d'identité, de plein de choses en fait. Finalement, je m'attendais pas du tout à ça en commençant la BD, mais ça a été une vraiment très chouette découverte. J'ai adoré, donc vraiment pour tous les enfants, je trouve que c'est une super jolie aventure. Petit point sur ma lecture de La cuisine des ogres, 3 fois morte de Fabien Vellman et Jean-Baptiste André aux éditions Rue de Sèvres. C'est une BD que j'ai tout simplement adorée. Tant du point de vue graphisme, du point de vue des couleurs, du point de vue de l'histoire. Vraiment, elle était super chouette. Je m'attendais à une BD beaucoup plus jeunesse, qui était plus pour les enfants, quoi, tout simplement, parce que voilà, on va suivre une petite fille qui est là. Je pensais que c'était un peu à la manière d'un conte, puisqu'on parle des ogres. Effectivement, ça parle un petit peu, enfin ça fait un petit peu penser à un conte, mais ça s'arrête là parce qu'il y a quand même pas mal d'éléments qui font que c'est pas à mettre entre les mains des plus jeunes. Pour la petite histoire, on va suivre cette petite fille et d'autres petits enfants qui vivent dans une ville où ils sont à la rue, ils sont affamés, ils doivent se débrouiller par eux-mêmes pour pouvoir survivre. Et il va y avoir ce personnage-là qui va arriver et qui va les capturer, les kidnapper. Ils vont être embarqués du coup dans une contrée lointaine magique où cet homme va les vendre à des cuisiniers pour en faire des petits enfants, des petits mets goûtus pour les ogres. Voilà, donc d'où le titre La cuisine des ogres. Cette petite fille, heureusement, elle va réussir à s'en sortir. On ne sait pas par quel miracle, mais elle va arriver dans l'arrière-boutique des cuisines, si je peux appeler ça comme ça, qui est les rives du lac à vaisselle, du coup que je peux vous montrer ici. Du coup, c'est une sorte de lac. C'est là que tous les déchets, mais surtout toute la vaisselle est entassée. Donc ça arrive par milliers et milliers, hein, vous vous en doutez bien. Enfin, les ogres, ce sont des personnages qui sont extrêmement riches, comment dire, qui ont une certaine prestance, etc. Et donc voilà, on est dans ce monde-là. Et puis elle va tout faire pour essayer de sortir de là et surtout essayer de sauver ses copains qui eux sont encore restés dans la cuisine des ogres.
Donc, c'est un univers qui est absolument époustouflant, je trouve. Enfin, très, peut-être pas à ce niveau-là, mais très très intéressant, très fouillé. Les auteurs ont vraiment réussi à rendre quelque chose, un univers bien particulier, bien à eux. Ça, c'était vraiment super positif. On ne se dépêche pas, on prend vraiment le temps de voir les différents aspects de ce monde, de ces personnages. Les couleurs sont super jolies. Voilà, ça fait pas trop jeunesse. Ça fait pas trop jeunesse, c'est vraiment, vraiment super chouette. Et vous l'aurez vu aussi un peu dans ma lecture, il y a des moments où voilà, on a vraiment de la viande qui est balancée comme ça et on se doute que c'est de la viande soit d'enfant, soit d'humain, enfin voilà. C'est pas forcément très très gai, mais voilà, c'est cette page-là que je vous avais montrée avant. Vraiment, c'était pas forcément, je pense que pour les plus jeunes, ça peut un peu rebuter et faire peur. Mais voilà, sinon, j'adore cette BD, elle était vraiment super chouette. Et je vous la conseille vraiment très chaudement. J'ai ces 3 BD à rendre pour demain, donc aujourd'hui ça va être lecture, je vais essayer de lire les 3. Et on va commencer par celle-ci. Jusqu'ici tout va bien de Nicolas Pitz, d'après le roman de Gary D. Schmidt, que je ne connais pas. C'est chez Rue de Sèvres et c'est classé chez les ados. Je ne sais pas de quoi ça parle. Il y a certaines planches qui sont en noir et blanc et d'autres qui sont en couleur, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est avant, maintenant, ou peut-être que c'est 2 mondes différents, ou je ne sais quoi. Donc on va commencer ça tout de suite. Oh, c'est vraiment pas sympa, hein. Non mais la casquette qu'il avait eue, on lui pique pour qu'elle finisse dans le caniveau, quoi. Mr. Sandman, bring me a dream, dum 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 dum, make him look at a thing that I've never seen, boom 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 boom. Comme vous l'avez vu, je viens de lire la BD Jusqu'ici tout va bien de Nicolas Pitz aux éditions Rue de Sèvres. C'est une BD que j'ai beaucoup appréciée, qui traite de famille et de violence notamment au sein de la famille. On va suivre Douglas, un jeune garçon qui vient de New York avec sa famille. À cause du nouveau métier de son père, ils vont devoir déménager dans un petit patelin perdu. Et Douglas, il n'a pas vraiment envie de cette vie-là, c'est pas ce à quoi il s'attendait, c'est pas ce qu'il voulait. Il arrive dans cette nouvelle école et heureusement, il va rencontrer une fille assez sympa qui s'appelle Lily. Il va rencontrer Lily, une jeune fille qui aime passer son temps à la bibliothèque. Il va la suivre là-bas et notamment découvrir des planches d'un grand illustrateur animalier qui dessine notamment des oiseaux et il va être très très intrigué par ça. Et il va vraiment être très attiré par cet art, par le dessin. Et même si au départ, il fait un peu les gros durs et qui dit les dessins c'est pour les mauviettes, au final, il va petit à petit venir de plus en plus à la bibliothèque et commencer à dessiner. Et j'ai envie de dire que c'est grâce à cet art notamment, mais grâce aussi à, on va dire, son lui profond, qu'il va réussir à se détourner de la violence qu'il vit au quotidien. Parce que c'est un garçon qui, au sein de sa famille, ne se fait respecter ni par ses frères, ni par son père. Vraiment, ses frères sont odieux avec lui. Au tout début, ils vont voir un match de baseball et un des joueurs signe sa casquette et lui donne. Et lorsqu'il rentre chez lui, en fait, il se rend compte que sa casquette n'est plus là. Un de ses frères l'a piqué en échange d'un paquet de cigarettes. Et du coup, on voit déjà que les relations au sein de la famille sont très très compliquées et que ce petit garçon, même si là il est pas si petit que ça, hein, je sais pas, il doit avoir peut-être 14-15 ans, les relations familiales, c'est pas ça du tout, quoi. Enfin, la famille n'est pas du tout soudée. Il y a qu'une seule personne qui potentiellement est assez sympa avec lui, c'est la maman. Il y a certains moments où voilà, ils rigolent, ils sont assez complices, mais avec son père, c'est pas du tout le cas. Il le traite de moins que rien, qu'il est nul, qu'il n'y arrivera à rien dans la vie, qu'il faut qu'il se mette à travailler s'il veut quelque chose parce que lui, il a commencé à 9 ans et que c'est comme ça qu'on fait dans la vie. Bref, donc ce garçon, en fait, il peut s'appuyer sur personne et on apprend même des choses au fur et à mesure de l'histoire sur ce qu'il a vécu par le passé qui sont vraiment assez effroyables, en fait, de se dire qu'un père peut être comme ça face à son fils.
Heureusement, il va aussi rencontrer Lily, qui est une jeune fille qui adore aller à la bibliothèque. Il va la suivre là-bas d'ailleurs et il va se retrouver face à des dessins. Moi, je l'ai un peu vu comme ça, c'est par cet art qu'il va réussir à s'émanciper et s'éloigner de cette violence en fait qu'il a au quotidien. Et il va aussi se mettre à lui-même dessiner, reproduire ce qu'il voit. Au niveau des illustrations, je trouve qu'elles sont super bien réussies. J'aime beaucoup ce type de dessin qui est beaucoup dans les détails. C'est assez chargé, assez fourni, mais ça reste un dessin assez réaliste. Ça me fait un petit peu penser au style de Timothée Le Boucher, dans un petit peu le style graphique et dans les couleurs aussi. Donc il y a très peu de plages de couleurs et ce qui est en couleur, c'est les dessins, les illustrations des animaux. Et pour moi, je pense que les moments qui sont illustrés en couleur, ce sont les moments finalement de joie, ou en tout cas les moments où le héros a un peu l'impression qu'il sort la tête de l'eau, même si en soi, bon, là, c'est pas forcément le cas, hein, c'est un autre personnage. Mais du coup, j'ai pas vraiment réussi à mettre le doigt sur pourquoi est-ce qu'à certains moments c'était en couleur. Moi, c'est un petit peu ça qui me fait dire ça, c'est les moments un petit peu sympathiques que le héros vit, mais il y a certains moments où ça concorde pas forcément, donc je ne suis pas sûre. Je trouve que c'est une très belle BD qui m'a à la fois énervée en voyant la manière dont le père traitait ses enfants et dont le garçon va aussi avoir du mal en fait à s'intégrer dans l'école parce que il va se passer certaines choses et puis voilà, enfin c'est la vie et ça va être compliqué pour lui. Et le fait qu'il soit défini comme un voyou, comme un moins que rien, ça m'a vraiment touchée en fait, ça m'a vraiment... je sais pas, ça m'a énervée aussi parce que c'est un garçon qui a vraiment bon cœur, qui veut faire les choses bien, qui va travailler pour essayer de gagner un peu d'argent, etc. Et les gens ne le respectent pas, les gens ne savent pas qui il est réellement, ce qu'il vit chez lui. Et c'est vraiment super difficile en fait de voir ça. Mais d'un autre côté, c'est pas fataliste, c'est pas glauque, c'est pas sombre, etc. Parce qu'on a d'autres personnages qui sont là pour aider justement le héros à s'ouvrir, à réussir à sortir la tête de l'eau et de cette situation infernale. Et c'est vraiment ce côté-là aussi que j'ai adoré. Donc vraiment dans sa globalité, l'histoire est vraiment hyper touchante. J'ai vraiment adoré suivre le personnage, suivre son histoire. Et le côté aussi sur l'art, comment ça peut nous libérer. C'est un peu comme ça que je l'ai vécu. Je trouve que c'est une très belle démonstration de ce que peut faire l'art dans nos vies. Je viens de lire le premier tome Magda, cuisinière intergalactique, le tome 1, donc le grand tournoi, chez Sarbacane. C'est de Nicolas Wouters et Mathilde Van Geluve. Je ne sais pas comment on prononce, désolée si j'ai écorché les noms. C'est du coup une BD jeunesse qui est terminée en 3 tomes. Le 3e tome est sorti l'an dernier. Ça a été une superbe découverte, j'ai vraiment beaucoup aimé cette petite BD jeunesse qui pour autant traite de sujets d'actualité en fait et de sujets qui permettent je pense d'échanger avec son enfant. On parle par exemple de l'écologie, on parle politique. On traite du coup de sujets auxquels on n'aurait pas pensé en commençant la BD, puisque voilà, d'après la couverture, on dirait que c'est un truc un peu déjanté, et effectivement, il y a un côté un petit peu déjanté, humoristique, qui était aussi très sympa. Pour l'histoire, on va suivre Magda, une jeune fille qui est super douée en cuisine, elle a appris ça de sa grand-mère, et elle cuisine très souvent avec elle. Elle vit avec son papa, qui lui est un homme très aimant, très attentionné, mais qui est un petit peu des fois dans la lune, un peu ailleurs, qui ne se rend peut-être pas forcément compte de tout ce qui se passe. Et Magda, elle va participer pour faire plaisir à son père et à sa grand-mère au tournoi du meilleur cuisinier intergalactique, puisqu'on est dans un monde où des humains ont peuplé différentes planètes. Si elle réussit ce premier tournoi, elle pourra confronter d'autres enfants des autres planètes pour devenir la meilleure cuisinière intergalactique et remporter le nectar qui est, comment décrire ça, une sorte de chose qui a des super pouvoirs. C'est une BD qui est plutôt moyenne, ça fait à peu près 150 pages. Mais il se passe énormément de choses, c'est très dynamique et on s'ennuie pas. Pour autant, c'est pas uniquement de l'action, il y a des personnages hauts en couleur qui sont très intéressants à suivre, qui ont chacun leurs propres caractéristiques. On a des petites choses qui sont laissées à droite à gauche, qui sous-entendent que la grand-mère
avait un passé important et en lien avec la cuisine également, dont on n'a pas encore tous les rouages, mais je pense qu'on l'aura dans les tomes suivants. J'ai beaucoup aimé la petite fille qui est à la fois cette petite fille assez, débrouillarde, qui se rend pas forcément compte de tout ce qu'elle peut faire, de tout ce qu'elle sait faire, qui a souvent des doutes, des interrogations, qui ne sait pas trop forcément ce qu'elle fait là. Il y a un moment, elle hésite à abandonner. Mais c'est aussi une petite fille qui a beaucoup de valeurs, qui s'intéresse beaucoup à l'écologie, à l'environnement. Alors c'est pas cité comme ça, mais on va arriver sur une planète où il y a beaucoup d'animaux. Sur sa planète à elle, les animaux ont quasiment tous disparu. Et quand elle arrive sur cette planète-là où il y a plein d'animaux, en fait, elle se rend compte que les hommes utilisent les animaux à leur escient en fait, et que c'est un peu de la maltraitance, hein. Donc elle veut se battre contre ça. Elle apprend aussi qu'il y a des sortes de complots politiques pour voler des ressources à d'autres planètes. C'est vraiment des thématiques qui lui sont chères, et elle va se rendre compte que elle veut se battre pour le bien global de l'humanité. Elle n'a pas envie de faire de mal à d'autres personnes aussi qu'elle va croiser. C'est vraiment une BD qui a beaucoup de qualité, que ce soit dans son dynamisme, dans les personnages, comme je vous disais, qui sont des personnages qui sont vraiment super à suivre, et aussi cet humour qui est omniprésent. J'aime beaucoup le fait qu'on traite de thématiques qui sont actuelles, qu'on le mette à la portée des enfants, parce que ces questions-là sont très intéressantes, et à aborder dès le plus jeune âge de cette manière, c'est vraiment très intéressant, et on fait passer en fait des messages l'air de rien, j'ai envie de dire, et tout ce qui va autour, en fait, tout ce qui fait vraiment l'essence de cette histoire est super intéressante aussi. La manière dont ça a été abordé sous ce ton très humoristique de faire des plats, en fait, ça paraît un peu anodin, mais c'est des plats qui se font avec des aliments typiques de ces planètes, donc qui sortent vraiment de l'ordinaire. On a un cadre vraiment très spécifique, un monde qui a été créé vraiment très sympathique de la part des auteurs. Donc vraiment, ça a une BD qui a tout pour plaire. Je lirai le 2e tome avec grand plaisir. Donc voilà, je vous conseille cette BD, et même pour les adultes, hein, honnêtement, ça se lit vraiment très bien, et je trouve que ça n'a pas ce côté enfantin qu'il pourrait y avoir dans certaines BD. La BD qui vient ensuite s'intitule Roi Ma, et elle se compose de 2 tomes, mais je n'ai lu que le 1er tome pour l'instant. Le 1er tome se concentre sur l'enfance de l'auteur en Algérie, donc d'où il vient. Donc c'est écrit par Salim Zerouki, et c'est édité chez Dargaud. C'est une BD que j'ai vraiment adorée. J'ai trouvé que c'était extrêmement éducatif, et qu'on abordait à la fois donc son enfance, puisque c'est l'objectif, c'est le titre de la BD, mais que ça nous permet en fait de comprendre mieux l'Algérie, ce pays que je connais quand même très mal. Ça m'a permis d'avoir une idée de comment c'était en fait dans les années 60-70, donc lorsque Salim était enfant. Et à la fin de la BD, on arrive dans les années 80 avec le coup d'état des militaires, et du coup un retournement de situation où les citoyens sont beaucoup moins libres, et donc ça permet de comprendre aussi tout ça, mais sous un prisme quand même très simple, parce que c'est à destination des enfants. Je pense qu'on peut lire cette BD à partir de 12 ans, et on peut comprendre les enjeux. Donc on suit Salim lorsqu'il est enfant. Il arrive avec ses parents dans une cité nouvellement créée, dans un bâtiment flambant neuf, qui fait partie d'un complexe sportif qui a été créé pour les Jeux Olympiques. Ils ont mis de nombreuses familles là-bas, et des familles qui venaient de Russie, qui venaient de Pologne, je crois, qui venaient d'un peu partout. Et on voit malheureusement que les choses vont se dégrader, et notamment parce que pas très loin, juste en face, il y a une petite colline, et sur cette colline, il y a des grandes barres de HLM, et dedans, il y a des familles qui sont plutôt issues de milieux défavorisés, ou en tout cas de milieux populaires, et il y a notamment des jeunes qui sont surnommés dans cette BD les voyous, donc c'est des jeunes qui vont mettre le bazar, quoi, très clairement. Et en fait, de fil en aiguille, la vie qui était
bien rangé, enfin où tout allait très bien, où en fait c'était un immeuble qui avait les dernières technologies, où voilà, chacun faisait sa petite vie tranquille. Il y a des poubelles qui vont commencer à s'entasser parce que personne vient les récupérer. Il va y avoir des trous dans les murs qui vont pas être bouchés. Ensuite, il va y avoir des problèmes au niveau de l'eau. Il va y avoir des coupures d'eau, mais ça, je pense que c'est général. C'était pas uniquement dans le bâtiment, mais en fait, les choses vont s'enchaîner comme ça et le gouvernement ne va jamais rien faire pour empêcher ça et pour faire en sorte que le bâtiment ne tombe pas en ruine. On y parle de Salim, bien évidemment, mais en fait, c'est surtout un prétexte pour parler de la vie sociale des citoyens de cette époque et également de tout l'aspect politique. Même si c'est pas militant, c'est pas exprimé haut et fort, je pense qu'il y a ce côté-là aussi où on veut montrer ce qui s'est passé. On comprend aussi que il y avait deux mondes dans cette Algérie, des gens qui se sentaient lésés, qui se sentaient mis de côté, et d'autres qui avaient un peu plus l'espoir de vivre une vie convenable. Et donc il y avait beaucoup de jalousie, hein, beaucoup de rancœur, je pense également. Et voilà, donc on arrive à la fin de ce tome dans une situation très compliquée et j'ai très hâte de lire du coup la suite pour savoir ce qu'il en est et de voir, je pense, comment ça va se dégrader encore plus, même si c'est pas forcément très chouette. On arrive déjà à la fin de cette sélection avec un manga cette fois-ci qui s'intitule Silence de Johan Vornier, un auteur du coup français qui est édité chez Kana. La série comporte actuellement 5 tomes, je ne pense pas qu'elle soit terminée à ce jour. J'ai lu donc le premier tome pour découvrir cette série et j'ai été très très agréablement surprise déjà par le graphisme et par le fait qu'on dirait vraiment que c'est un manga japonais. On a vraiment tous les codes du manga japonais. On est dans un monde fantastique où les humains et les monstres vivaient en harmonie, entre gros guillemets, puisque tant que le soleil brillait, les monstres se tapissaient dans un coin. Du coup, les humains pouvaient vivre plutôt normalement, ils savaient juste qu'ils devaient rester chez eux la nuit. Un beau jour, le soleil a complètement disparu et les humains ont dû se cacher ad vitam aeternam. Donc on va suivre l'âme et sa colonie qui vivent reclus dans une sorte de grotte ou sous une église, je sais plus exactement. En tout cas, ils doivent vivre cachés et éviter de faire du bruit parce que les monstres les repèrent justement au son qu'ils font. Donc ils ont appris à communiquer dans la langue des signes. L'âme va participer pour la première fois à une expédition en dehors de ce cocon pour aller chercher des poissons notamment et d'autres denrées qu'il pourrait retrouver dehors avec l'aide d'un homme qui fait ça en fait de manière très régulière. Cette excursion ne va pas se passer tout à fait comme prévu et ils vont presque y laisser leur peau, mais ils vont également rencontrer une femme qui se balade, on dirait, toute seule et en plus avec des clochettes, alors que voilà, il faut pas du tout faire de bruit. Donc il se pose beaucoup de questions sur pourquoi est-ce qu'elle a ces clochettes-là et comment est-ce qu'elle fait tout simplement pour s'en sortir toute seule, surtout qu'elle a réussi à terrasser un monstre devant eux. Elle leur apprend qu'il existe un autre endroit où des gens vivent en harmonie et arrivent beaucoup mieux à s'en sortir, où ils auraient de quoi manger à leur faim. Et donc, ils vont partir en quête de cet endroit. J'ai vraiment adoré la lecture de ce premier tome. C'est très simple à comprendre. Dès les premières pages, en fait, on nous explicite la façon dont ce monde fonctionne. On nous explique d'où les monstres viennent, comment ça se fait qu'on en est arrivé là aujourd'hui. Et ce qui fait que moi, qui ai des fois un petit peu du mal avec tout ce qui est fantastique, à vraiment comprendre le lore, à comprendre le fonctionnement d'un univers, là, j'ai vraiment eu aucun mal. Donc je pense que c'est vraiment adapté à un public jeune, mais il n'empêche que même pour un public adulte, ça se lit extrêmement bien, c'est pas niais, et je vois déjà tout le potentiel qu'il peut y avoir dans cette histoire. On a ces fameuses créatures qu'on connaît, nous, parce qu'on a des sangliers, on a des sortes de rats, mais qui sont remaniés pour coller en fait à cet univers-là. On a cette femme qui arrive, qui sort de nulle part, on sait pas trop comment elle est arrivée là. On a encore beaucoup de questions, il y a tellement de choses à découvrir et j'ai très hâte de lire la suite. Donc c'était vraiment un premier tome extrêmement intéressant, extrêmement riche aussi, pas du tout introductif. Si vous ne connaissiez pas cette série, surtout n'hésitez pas, je vous la recommande très chaudement. J'avais noté un dernier livre à lire qui est un premier tome aussi d'une série qui s'appelle Chat Mignon. Malheureusement, je n'ai toujours pas réussi à mettre la main dessus parce que
À chaque fois que je regardais, il était toujours emprunté par quelqu'un, ce qui fait que vous ne l'aurez pas dans cette sélection-là, parce que j'essaye un petit peu de sortir les vidéos assez rapidement. Ça fait un petit moment que j'ai déjà commencé à lire pour la sélection des BD d'Angoulême de 2025, et j'aimerais bien pouvoir finir avant que la sélection de 2026 paraisse. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Vous aurez de toute façon mon avis dans un prochain bilan lecture. Et comme la vidéo dure déjà assez longtemps, tout ce qui est lié aux policiers, thrillers, etc. Dont je vous parlais au tout début de la vidéo, finalement je ferai peut-être une vidéo à part, ou peut-être que je l'inclurai juste dans un bilan lecture comme ça, en fonction en fait du contenu que j'ai. Normalement j'ai assez pour faire une autre vidéo spécifique, donc peut-être que je ferai ça. En tout cas, voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. S'il y a un de ces livres qui vous tente, surtout n'hésitez pas à me faire un retour si jamais vous le lisez. Et je vous souhaite de très très bonnes lectures et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!